Nous interrompons la séance pour donner la parole au collectif Sauvons les arbres concernant l'abattage des arbres avenue Gabriel Péri. Je passe la parole à Jeanne Struder et à Yves Collin. C'est presque ça. Oui, c'est bon. Vous m'entendez bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vous remercie, nous vous remercions de nous donner la parole. Et on a décidé de s'adresser à vous à deux voix. Et c'est pour ça que Jeanne et moi interviendrons successivement. Je donne la parole à Jeanne. Tiens. D'accord. Nous, citoyens et riverains, premiers concernés par les bienfaits des arbres et l'amélioration de la circulation de l'avenue, nous souhaitons qu'un projet de réaménagement réellement concerté se fasse sans le massacre inutile des arbres sains et en tenant compte des urgences climatiques. L'arbre n'est pas un simple mobilier urbain que l'on peut supprimer allègrement. C'est un être vivant dont l'apport est considérable. Son oxygène, sa contribution à la filtration de la pollution, sa capacité à retenir le CO2, ses bienfaits sur la santé, sa capacité de régulation des températures des bâtiments environnants et ses îlots de fraîcheur sont essentiels à la population. Le monde vit désormais au quotidien la réalité du réchauffement climatique. Les scientifiques nous alertent de l'urgence à changer nos façons de faire. Le GIEC parle de 3 prochaines années déterminantes pour inverser la tendance et à revoir en profondeur nos façons de vivre sur les prochaines décennies. Vous, élus de la mairie et du département, vous avez entre vos mains, par vos décisions et vos actions, une lourde responsabilité sur la capacité à nous sortir de cette impasse climatique. Les arbres, c'est la vie, et c'est aussi une grande part de la solution. Premièrement, quelle est la réalité du patrimoine arboré de l'avenue Gabriel Péri ? Sur les 66 arbres d'origine, il en reste 36 déclarés sains par votre diagnostic phytosanitaire du 24 juillet 2022. Nous estimons toujours que sur les 10 arbres abattus récemment, 7 d'entre eux ne présentaient pas le caractère dangereux que vous leur avez donné, confirmé en particulier par l'expert Louis Vallin et le spécialiste Thomas Braille, et reconfirmé après analyse de leurs souches suivant la coupe. Combien des 20 arbres déjà coupés en 2020 étaient dans le même cas ? En tout état de cause, je souhaiterais revenir sur un certain nombre d'arguments qui ont été cités à leur coupe, en tout cas justifiant leur coupe. Il a été dit, ces arbres sont vieux. Non, ces arbres-là ne sont pas vieux. Ils ont entre 40 et 60 ans et peuvent vivre au minimum 80 ans en milieu urbain, et sans doute beaucoup plus, c'est certain. On parle même de 150 ans en milieu naturel, donc non, ils ne sont pas vieux. Les arbres d'aliment n'ont aucune maladie qui les mette en danger. On a parlé de la mineuse du marronnier. En réalité, elle fait partie de son environnement naturel. L'arbre sait très bien la gérer. Ce papillon n'est absolument pas en capacité de tuer un arbre tel que ceci. Ensuite, on a cité l'armillaire. Alors, l'armillaire, ça se constate, ça se photographie, il y en a au pied. Jamais vu une photo, jamais constaté d'armillaire. Quoi qu'il en soit, certains au département, en particulier, citent qu'il a été fait des prélèvements ou qu'il sera fait des prélèvements, on ne sait jamais. En tout cas, aucun d'entre eux n'a été rendu public. Donc, est-ce que ces prélèvements ont été réalisés ? En tout cas, on peut s'interroger sur le bien fondé de cet argument. Ensuite, les problématiques de canalisation qui sont imputées aux arbres parfois, avec des problématiques de mélange de fluides.
je dirais qu'ils seront certainement plus sûrement, et c'est à noter, plus sûrement imputés à la vétusté des canalisations. Du reste, il y a des travaux en cours à l'heure actuelle même dans l'avenue Gabriel-Péri qui démontrent à l'envi que effectivement c'est plutôt la vétusté et non pas les arbres qui posent problème à ce niveau-là. Du reste, ils en sont également victimes puisque un des arbres de cette avenue est tombé par pourrissement de ses racines et pas du tout parce qu'il était dangereux ou pour une autre maladie. Donc en réalité, nos arbres souffrent essentiellement que de négligence et d'absence de soins les plus élémentaires, à savoir les protéger des chocs répétés des voitures et des camions, en particulier par des arceaux. Il suffit d'aller dans la commune d'à côté pour voir comment c'est fait, et c'est relativement simple. Il faut les laisser rapidement cicatriser, et c'est tout ce qu'ils demandent. Il faut également leur permettre de respirer et permettre à l'eau de s'infiltrer au minimum à leur base. Pour ça, il faut évidemment éviter de les goudronner aux pieds et en plus, à minima, leur réserver un espace de terre meuble autour minimum. Donc des actions basiques pourraient être consenties et devraient être consenties, en particulier par une mairie qui a voté à l'unanimité sa charte de l'arbre le 21 octobre 2021. Par ailleurs, une charte absolument exemplaire, sauf qu'il faut en tenir compte et il faut faire avec, et il faut surtout suivre les recommandations qui peuvent être dedans. De la même façon, le département est porteur d'un projet canopé. On se demande à quoi servent ces différents projets ou chartes si, à la première occasion, effectivement, on s'en passe. Donc, n'abattez pas les arbres sains. Vous devez revoir le projet en conservant les 36 restants. Trop sont déjà tombés. Pour ce qui concerne le projet d'aménagement, ce projet, qui aurait dû faire l'objet d'une large concertation, n'a bénéficié en réalité que d'une réunion d'information dont le contenu n'a pas été consigné dans un compte-rendu. Elle devait être normalement suivie d'une réunion en avril pour répondre soit aux objections, soit aux remarques des citoyens. Cette réunion n'a pas été, elle a été déprogrammée, ce qui fait que c'est resté lettre morte. Par ailleurs, il est dit dans ce projet que le grand argument, c'est le remplacement des arbres abattus. Alors, replanter des jeunes arbres, vous en êtes bien conscient, portera ses fruits que dans plusieurs décennies, alors que l'urgence climatique nécessite des actions fortes les 20 prochaines années, au minimum, avant qu'il ne soit trop tard. Donc on n'a absolument pas le temps, de toute façon, d'imaginer que ces jeunes arbres remplaceront les précédents. C'est une aberration. Comment imaginer, d'autre part, que les soins importants qui sont nécessaires à des jeunes arbres soient donnés alors que rien n'est fait depuis des décennies sur les arbres matures? Comment croire que de jeunes arbres résisteront aux canicules à venir et au manque d'eau sans un investissement considérable des services techniques pour essayer de les maintenir en vie, si tant est que ça soit possible? Donc nous, collectifs, par ailleurs, en point 3, on déplore que jusqu'à aujourd'hui, et malgré une démarche que nous, on qualifie de sérieuse et raisonnable, des sollicitations d'avis d'experts, la mise en évidence de manquements aux droits ou à vos propres engagements. Je veux citer par exemple la procédure en cours le 24 août qui n'était pas respectée et pour lesquelles on a failli assister déjà à cette époque-là alors que la procédure était en cours à leur coupe. Une autorisation préfectorale 350-3 qui n'était pas obtenue. Ensuite, des nidifications que certains avaient dit qui seraient protégées, mais qui étaient toujours possibles, dont on ne tenait plus compte. Des erreurs de plan d'abattage présents et reconnus d'ailleurs également par le département. Donc, ces différents faits, on déplore qu'effectivement le dialogue, la demande de dialogue n'a pas été entendue, les demandes de confrontation n'ont pas été entendues, et on déplore qu'évidemment que notre parole ait été bien souvent méprisée, ignorée et réfutée. Voilà. Et pour conclure, je laisse la parole à Jeanne. Pour conclure, la compréhension de l'urgence climatique commande de réévaluer immédiatement la situation et les projets.
La végétalisation de nos villes essentielles commence par la sauvegarde de nos arbres actuels. Notre patrimoine arboré est une richesse inestimable et sans doute déterminante pour notre avenir. Préservons-le. Nous comptons sur vous pour revoir en responsabilité un projet qui, du point de vue écologique, n'a plus de sens. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Donc j'ai vu que Monsieur Cerne, vous avez demandé la parole. Je réouvre le conseil municipal. Comment voulez-vous faire? Est-ce que vous préférez prendre la parole tout de suite, comme ça l'exécutif répondra à la fin à toutes les remarques? Je vous en prie, Monsieur Cerne. Alors, je préférerais peut-être après la réponse de l'exécutif, en fait. Enfin, c'est comme vous voulez. C'est vous qui êtes maître de l'ordre du jour, après tout. Allez, je vous en prie. Alors, bon, pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire le collectif, de façon extrêmement posée et argumentée. Nous sommes désormais avec 36 ou 37 arbres sur l'avenue Gabriel-Péri qui ont été décrits comme ne nécessitant pas d'abattage et parce que pas sains ou en tout cas pas atteints, mais que le département s'apprête, avec la bénédiction de la ville de Montreuil, à abattre. Alors avec des arguments qui varient. Donc, parfois ils sont malades, parfois ils ont une espérance de vie qui fait qu'il vaut mieux les couper maintenant. Parfois en argumentant sur le fait que c'est pour pouvoir faire une piste cyclable et un couloir de bus, alors que le département, je le répète, le 5 août dernier, les services du département ont expliqué que le projet de réaménagement de voirie de l'avenue Gabriel-Péri et le projet de revégétalisation de l'avenue Gabriel-Péri étaient deux projets différents, indépendants, et que le projet de réaménagement de voirie pouvait se faire avec ou sur les arbres. C'est écrit noir sur blanc dans une note des services du département qui a été produite devant le tribunal administratif. Donc, ce n'est pas ça. On nous a parlé des travaux de rénovation des tuyaux eau pluviale, assainissement, que connaît effectivement bien l'élu Bedreddine. Sauf que quand vous regardez le plan du réseau d'assainissement d'Est Ensemble, on constate que la partie de l'avenue Gabriel-Péri qui comporte un réseau d'assainissement important et qui est prévu à la rénovation ne fait que quelques dizaines de mètres et ne concernerait qu'un côté et quelques arbres de l'avenue Gabriel-Péri et non pas tout l'alignement de l'avenue Gabriel-Péri. Donc ça n'est pas non plus un argument qui par ailleurs ne tient pas devant un tribunal face à la protection renforcée des arbres d'alignement. Je ne comprends pas comment ce conseil municipal, qui a effectivement voté à l'unanimité une charte de l'arbre, qui est très claire sur le fait que la priorité absolue, c'est de conserver l'existant quand on le peut et de prévoir tous les travaux en commençant par la prise en compte des arbres, qui sont un patrimoine. Ça ne viendrait à l'idée de personne d'abattre un immeuble ou un monument, même s'il menaçait un peu ruine, sous prétexte qu'on veut faire un aménagement de voirie. Les arbres sont maintenant un patrimoine qui est protégé de la même manière. Et alors que ces arbres ne sont pas malades, ça a été dit par le diagnostic phytosanitaire commandé par le département et réalisé en juillet dernier. Les 10 arbres qui ont été abattus, quand on voit les souches, effectivement, ça retourne le ventre parce que effectivement, 7 d'entre eux n'avaient aucune atteinte, et surtout pas d'armillaire, puisque l'armillaire dont on parle sans arrêt, allez vous renseigner un peu, à l'automne, ça donne des champignons tout autour de l'arbre. Donc c'est pas très compliqué à repérer, en fait. Le premier diagnostic de 2019, ayant eu simplement des soupçons d'armillaire à l'odeur, sans en avoir jamais trouvé, ce qui n'a pas empêché de couper 20 arbres. Les arbres qui ont été coupés à rue Voltaire il y a quelques mois ont été remplacés par des jeunes arbres. 3 d'entre eux sont déjà morts.
alors qu'on nous explique qu'on plante des jeunes arbres parce qu'ils seront beaucoup plus résilients, beaucoup plus adaptés au stress hydrique, au dérèglement climatique, etc. Or, c'est faux. Les arbres d'alignement, les marronniers, les platanes, etc., qui sont en ville depuis des décennies, sont devenus résilients. Ils arrivent à se réparer des chocs des voitures, ils arrivent à pousser. D'ailleurs, on les a vus cet été, ils étaient en bonne forme. Alors que les jeunes arbres qui sont plantés et qui ne sont pas entretenus meurent rapidement dans nos rues. Et ça devrait réinterroger quand même très fortement la politique qui est en train de être mise en place, pas seulement avenue Gabriel Péri, et qui est extrêmement inquiétante d'un point de vue environnemental, d'un point de vue patrimonial, et juste d'un point de vue politique dans une mairie qui se targue d'être écologique. Merci beaucoup. Pas d'autres orateurs. Je passe la parole à Monsieur Stern. Alors, quelques éléments d'information de l'exécutif sur la requalification de l'avenue Gabriel Péri, donc la RD 37 à Montreuil. Voilà, pour essayer d'apporter un certain nombre d'éclaircissements et ne pas laisser libre cours à des interprétations, nous souhaitions apporter un certain nombre de détails. Sur l'alignement des arbres, tout d'abord, il y a eu 2 diagnostics phytosanitaires qui ont été conduits en 2019 et en 2022, une analyse cryptogamique qui a été conduite en 2022. Vous voyez ici sur les arbres les impacts qui ont été en particulier par les automobiles, s'agissant des troncs et aussi pour les branches plus hautes réalisées par les camions. Et les préconisations de cette première étude en 2019, c'est d'abattre 18 sujets en 2020, qui ont été abattus du coup en 2020, et 50% de l'alignement à abattre sur 3 ans. Vous voyez ici sur le camembert, alors j'en excuse, c'est pas forcément très visible, on essaiera de passer les documents. Il y avait 29% des arbres qui étaient concernés par un abattage dans une période inférieure à 1 an, 16% inférieur à 3 ans, 30% avaient un maintien inférieur à 5 ans et seulement 25% avaient un maintien entre 5 et 10 ans maximum. Sur l'analyse qui a été conduite, la première en 2022, donc c'est un inventaire qui a été fait via la méthode VTA et des investigations complémentaires via le résistographe sur 18 arbres expertisés, et l'analyse a conclu au besoin d'abattre 11 sujets dans un délai qui variait de 0 à 6 mois. Un a été abattu le 1er août et puis d'autres ont suivi le 19 septembre 2022. L'analyse préconisait également que 7 sujets nécessitaient des allègements ou des réductions de charpentière assez drastiques. Ça fait écho d'ailleurs à l'étude très importante qui a été publiée il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé, dans Nature Climate Change, qui a été réalisée dans 164 villes à travers 78 pays et qui a fait grand bruit dans la presse et qui montre que les espèces dans nos villes, et en particulier les marronniers et les platanes, sont extrêmement vulnérables au changement climatique. 2 diagnostics, je le disais, en 2019 et en 2022, un deuxième qui a été réalisé au niveau des collets de sciure sur 5 arbres et une analyse par méthode PCR sur 7 souches. Sur les résultats de cette évaluation, 2 arbres ont été testés, d'abord positifs à l'ustuline. C'est un champignon lignivore, c'est-à-dire qui mange les arbres. Vous voyez ici des images de différentes formes de fructification du champignon qui touche la base du tronc, les racines, les parties aériennes et qui se transmet par l'air via les spores ou par les racines par anastomose. La dangerosité est très importante pour l'arbre puisqu'elle conduit à une destruction très rapide des tissus. En 4 mois, 15% du bois de hêtre. En conclusion, des investigations phytosanitaires, c'est un alignement de marronniers qui est vieillissant, conduit en rideau, un état mécanique mauvais de nombreux sujets consécutifs au choc avec les véhicules, plus de 50% de l'alignement, je le rappelle, a déjà été abattu, des arbres qui sont extrêmement fragilisés et un alignement au final dépérissant qui va dégrader et se miter de plus en plus. Un diagnostic complémentaire est en cours, une analyse cryptogamique arbre en arbre est en ce moment à l'étude. S'agissant, et c'est la slide que vous voyez, des capacités de replantation des 2 alignements, le respect des normes de distance entre les plantations et les réseaux, notamment électricité, eau et gaz, contraint très fortement la capacité de replantation dans les fosses existantes. On estime, vous voyez sur le
graphique que seuls 18% des arbres peuvent être plantés dans les conditions actuelles. La rive sud, elle est un petit peu plus généreuse dans ce sens où elle offre un peu plus de potentiel et les travaux d'Est Ensemble peuvent permettre de replanter 13 fosses supplémentaires. En conclusion, sur le devenir de l'alignement, c'est un alignement qui est déclinant et qui n'a pas d'avenir à très court terme, de mauvaises conditions d'implantation et une capacité à replanter, je le disais, dans les fosses existantes qui est malheureusement très limitée. Il y a un enjeu du coup extrêmement important de porter un projet ambitieux de révégétalisation dans le cadre d'un projet de réaménagement plus global et de ne pas assister sans pouvoir ensuite replanter dans des conditions satisfaisantes au moment où les arbres vont les uns après les autres être amenés à décliner. Sur le réaménagement de la route départementale 37, donc l'avenue Gabriel Péri, vous voyez ici la situation avant la pandémie. Donc nous avions 4 voies de circulation, 2 fois 2 voies, et la mise en place d'un aménagement cyclable transitoire pendant la pandémie. Et du coup, depuis 2020, nous avons 2 fois 1 voie de circulation et une piste transitoire bidirectionnelle sur la rive nord de l'avenue. Les dimensions de l'existant aujourd'hui sont de 10,80 m, donc de bordure à bordure, et seulement donc, sur la rive sud, vous voyez, de 53 cm, c'est plus du tout possible aujourd'hui quand on plante des nouveaux arbres, entre le tronc et la bordure, et donc le début de la chaussée. Sur le réaménagement, les résultats de l'aménagement transitoire, c'est qu'on enregistre aujourd'hui une forte baisse du trafic routier, plus d'1 tiers. Vous voyez, ça a même descendu de la moitié pendant la pandémie, évidemment. Et aujourd'hui, on a à peu près 33% de trafic en moins par rapport à la situation 2018. Et on constate en parallèle un très fort développement du vélo, puisqu'on a entre 2 et 3 fois plus de cyclistes aujourd'hui par rapport à la situation que nous connaissions en 2018. Une forte demande du coup des usagers, des associations de vélos, de cyclistes, des jeunes aussi qui se rendent à l'école pour pérenniser ces aménagements cyclables. Le projet, il vise également à régler un certain nombre de difficultés persistantes sur la ligne 127. On a enregistré au moment les plus difficiles de 2 à 5 minutes supplémentaires sur 600 mètres de parcours, c'est-à-dire qu'il y avait des bus qui étaient très proches et puis parfois on attendait très longtemps le suivant. Ça a amené des usagers à descendre du bus et à marcher jusqu'à la Croix de Chavaux. Alors la RATP évidemment nous a demandé à ce que des solutions soient trouvées. Ça s'est amélioré nettement depuis que les feux ont été retemporisés, mais tout de même il y a la nécessité de sanctuariser la fonction bus en direction en particulier de la Croix de Chavaux s'agissant du 127 qui était le sens le plus dégradé. Sur le projet de requalification, les objectifs sont donc simples: pérenniser des aménagements cyclables sécurisés et de même niveau de confort que les aménagements transitoires, d'offrir des conditions normales de circulation pour les bus. Ça fait écho à la mobilisation que nous avons défendue et je le rappelle, la pétition que vous pouvez signer sur monbusmabataille.fr, et assurer les conditions de revégétalisation ambitieuses. Je le rappelle, le plan canopé ville-département, c'est 3 pour 1, c'est lorsque un arbre est supprimé, nous devons, soit à l'échelle du projet, soit en proximité directe, replanter 3 arbres, et je peux vous confirmer que c'est l'ambition du projet. Au croisement donc des politiques de mobilité de la ville et du département, 100% vélo, appui aux lignes de bus, en rabattement sur les lignes de métro, et le plan canopé ville et département. Les invariants du projet qui est porté par le département et soutenu par la ville, c'est donc de poursuivre ces objectifs d'une piste bilatérale au minimum de 3 mètres, d'une voie de bus en site propre dans le sens vers la Croix de Chavaux et de 2 voies de circulation générale minimum 3 mètres pour que les camions et les camionnettes puissent se croiser. Vous faites le calcul, donc 3 x 2, 6 pour les voies de circulation, plus 3 pour la voie de bus en site propre, 9, plus 3 pour la bidirectionnelle, on a besoin de 12 mètres, or nous avons seulement 10,80 m bordure à bordure. Il rend donc aujourd'hui impossible de mettre l'ensemble de ces fonctions sans en dégrader une, c'est-à-dire le vélo, les bus ou la circulation générale, et une contrainte qui est très forte sur les réseaux, en particulier sur la rive nord, puisque vous le voyez sur le schéma ici, notamment les réseaux d'assainissement rendent incompatible la replantation dans des fosses aux conditions nécessaires sans avoir à déplacer l'alignement pour permettre à obtenir des fosses plus généreuses. Il est donc nécessaire
d'opérer deux déplacements principalement. D'abord celui de la bordure sud pour disposer de 9 mètres de voies, ce que je vous disais, 3 x 2, 6 et 3, 9, et de déplacer la bordure nord pour ne pas être en surplomb des réseaux et permettre du coup l'insertion de la fonction piste cyclable. Ce projet, il implique par conséquent une restriction de la largeur des voies circulées de 10,80 m à 9 mètres, une modification du positionnement de l'alignement sur la rive nord, comme je vous le disais, pour ne pas être au-dessus des réseaux et permettre la désimperméabilisation partielle des trottoirs pour créer des fosses semi-continues qui permettent d'améliorer les conditions pour les arbres ainsi que pour l'implantation d'une strate basse de végétation que nous n'avons pas aujourd'hui, puisque dans le travail de revégétalisation, et mon collègue Belaïd est beaucoup plus qualifié que pour moi pour en parler, nous travaillons évidemment aussi sur les différentes altitudes permettant de créer et de lutter contre les îlots de chaleur urbaine et la création, comme je le disais, d'une piste bidirectionnelle sur la rive nord en traitement des carrefours pour des traversées sécurisées. Et enfin, la création d'une voie en site propre en direction de la Croix de Chavaux. Nous avons, avec le département, été travaillé beaucoup pour rechercher des alternatives pour essayer de permettre à ce que l'ensemble de ces fonctions puissent être préservées, avec le maintien, comme je le disais, des fonctions marche, piétons, vélo, bus, circulation générale, et la création des meilleures conditions pour replanter les arbres et nous inscrire dans le futur afin de pouvoir obtenir dans les années qui viennent, malgré le dépérissement que nous connaissons de l'alignement, les conditions les plus favorables à la revégétalisation de l'avenue, notamment des volumes de terre plus importants et des largeurs de fosses bien supérieures. Nous avons ainsi regardé d'abord le scénario d'un maintien de l'alignement actuel sur les deux rives, donc on ne bouge rien au nord et au sud. On dispose, comme je le disais, malheureusement de 10,80 m et donc on n'est pas en capacité de conserver l'ensemble des fonctions, puisque la compression des différentes fonctions n'est pas du tout possible dans ce scénario. Les voies de circulation, par exemple, à 2,50 m ne permettent pas le passage des bus, et donc la ligne 127 et les camionnettes, et par conséquent, par exemple, l'approvisionnement des commerces ne serait pas possible. Donc c'est un scénario qui nécessite de supprimer une des fonctionnalités. Le maintien du coup a été de l'alignement actuel sur les deux rives a été divisé en deux scénarios. D'abord un premier scénario qui est la suppression de la voie bus, et donc le bus est remis dans la circulation générale, et vous voyez là deux options, la piste bidirectionnelle sur la rive nord ou une piste unidirectionnelle au nord et au sud, mais c'est un temps de parcours qui reste dégradé pour les usagers de transports en commun, et encore une fois en lien avec le travail que nous faisons et la mobilisation que nous avons sur les bus, ce n'est pas une option que nous voulons retenir. Sur le maintien de l'alignement sur les deux rives, un deuxième scénario peut être aussi envisagé, c'est celui d'une voie de circulation pincée, mais d'une seule piste unidirectionnelle au sud avec un renvoi des cyclistes dans la voie bus pour la partie nord. C'est très insatisfaisant pour deux raisons. D'abord parce que ça dégrade la fonction cycliste, surtout pour les jeunes ou les publics les plus vulnérables qui seraient exposés, et également parce que nous sommes sur une avenue qui a une pente, et donc l'incompatibilité est bien connue de mélanger les fonctions bus et vélo, notamment quand on est en pente, puisque la dangerosité est encore accrue. Enfin, le scénario d'un maintien de l'alignement uniquement sur la rive sud, puisque vous saviez que j'évoquais les difficultés de replanter sur la rive nord, mais il y a une possibilité accrue sur la rive sud, progressivement de pouvoir replanter. Cela nécessite de rendre conformes les conditions de replantation, c'est-à-dire d'améliorer le volume des fosses actuelles d'arbres sur la rive sud, 53 cm entre le tronc et la bordure, et de la décaler pour avoir au moins 50 cm de plus, et donc 1 mètre entre le tronc et la bordure. Vous voyez là sur la photo, enfin sur la slide d'avant, on voyait sur la photo, voilà, ce travail-là conduirait à un décalage de 1 mètre de la bordure entre le projet actuel et le projet qui est basé sur la préservation de l'alignement sud. Or, comme il n'y a pas de possibilité de resserrer les voies, l'extension de l'espace vert au sud se traduit du coup par un resserrement de l'espace piéton de 1 mètre à 1,60 m. C'est une dégradation très forte des conditions pour les piétons. La largeur du trottoir serait réduite de 20% environ par rapport
à la situation actuelle. Vous voyez donc que c'est une solution qui n'est pas du tout confortable. Par conséquent, la municipalité et le département de Seine-Saint-Denis considèrent que le projet à plus haute valeur environnementale est celui qui est présenté et qui permet une replantation, je le disais, de 3 pour 1 sur le projet et alentour, la désimperméabilisation et la débitumisation des sols, une action aussi sur l'albédo pour lutter contre les îlots de chaleur urbains, et acté pour le développement des mobilités actives, en particulier la marche et le vélo, tout en sanctuarisant les bus avec l'inscription et la sanctuarisation d'une voie en site propre pour le bus 127 en direction de la Croix de Chavaux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Muniz, vous souhaitez prendre la parole? Oui, parce qu'il y a un vrai problème de méthode là ce soir. Enfin, on parle de concertation, la municipalité se dit être l'avant-garde de la démocratie locale. On ne cesse de vanter effectivement vous ne cessez de vanter vos vertus de concertation. Et ce soir, on a un document qui apparaît, en tout cas, nous c'est la première fois qu'on nous présente ce document. Ce document évoque y compris des projets alternatifs. Vous ne les avez débattus avec personne. Vis-à-vis des riverains, il y avait un engagement qui avait été pris, d'ailleurs y compris à ce conseil municipal en juin dernier, lorsque le vœu que nous avons présenté avait été rejeté. L'engagement avait été pris de dire qu'il y aurait une concertation avec les riverains et que vous reviendriez vers les riverains. Ce soir, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est le conseil municipal qui tient lieu de réunion d'information et de concertation des riverains, ou est-ce que vous comptez en organiser une avant d'abattre de manière unilatérale les arbres, comme vous semblez l'avoir prévu? Merci. Monsieur Sam, vous souhaitez ajouter un mot? Oui, juste un mot pour savoir si on peut quand même au moins avoir ce document, parce que, je veux dire, on découvre tout d'un coup des scénarios, et donc, et à la fin, c'est comme dans Molière, hein, le poumon, donc à la fin, de toute façon, on coupe. Voilà, donc la question aussi, c'est pour quand sont prévus ces abattages, et est-ce que la conclusion semble dire que vous avez décidé de toute façon du scénario et de l'abattage. Donc dans ce cas-là, est-ce que vous maintenez quand même la promesse que vous avez faite d'une réunion de concertation, ou bien la concertation vient d'avoir lieu d'une certaine manière, et aussi, vraiment, est-ce que vous confirmez cet abattage à l'automne, comme ça a toujours été écrit dans les documents du département, et que vous semblez confirmer en confirmant un scénario qui finalement reste le même, tout en revoyant complètement la taille de la circulation. Et donc, je ne comprends pas bien pourquoi vous avez refusé que ce soir, on débatte d'un vœu qui demandait au département de renoncer à l'abattage des arbres de l'avenue Gabriel-Péri, et qui sont les arbres qui restent, qui sont décrits comme sains par le diagnostic réalisé en juillet 2022, d'organiser au plus tôt la concertation promise pour avant l'automne, c'est un peu tard pour être avant l'automne, mais bon, on est au début de l'automne, de présenter un projet de réaménagement modificatif compatible avec à la fois une mobilité améliorée pour le bus et vélo et la conservation du patrimoine arboré primordial sur cet axe. La seule chose que vous ne touchez jamais dans les scénarios, c'est les 2 voies de circulation pour les voitures. Ça, on n'y touche pas, c'est sanctuarisé. Le bus, le vélo, les arbres, ça, c'est les variables d'ajustement pour vous. Mais donc, mais voilà, c'est un choix politique, mais à un moment, il va falloir l'assumer. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas qu'il y ait discussion d'un vœu ce soir, parce que je pense que ça aurait mis en lumière que votre majorité, là-dessus, n'est pas dans l'alignement, voilà, sans jeu de mots, et que, voilà, mais il va falloir à un moment que vous assumiez ce que vous faites. C'est en contradiction totale avec la loi sur la protection des arbres d'alignement. Sur la biodiversité, je rappelle que cet alignement est un corridor de la trame verte d'Est Ensemble. C'est un corridor écologique de la trame verte. Et par ailleurs, pour terminer, cet alignement, l'abattre est absolument contraire à la charte de l'arbre. Je ne comprends pas comment Catherine Dehaye peut expliquer encore aujourd'hui que c'est compatible avec la charte qu'elle a fait voter, alors même que cette charte
demande d'abord de conserver les arbres qui peuvent l'être. Merci beaucoup, Monsieur Cern. Je vous confirme que, comme l'a d'ailleurs dit Monsieur Olivier Stern, le document sera bien disponible et envoyé à l'ensemble des personnes et d'ailleurs au public et aux citoyennes et aux citoyens montreuillois. Il y a quand même un fait, c'est qu'il y a eu une demande d'interruption de séance. Nous l'avons acceptée. Nous avons donné la parole et donc l'exécutif a préparé une réponse fort naturellement. Et deuxièmement, je vous confirme qu'il y aura bien une réunion publique organisée le 13 octobre. J'interromps la séance et je passe la parole au collectif